Égée était le roi de la cité d'Athènes. Il avait plusieurs femmes, mais aucune ne lui avait donné d'héritier mâle. Cela l'attristait et l'inquiétait. Le roi décida de rendre visite à l'oracle de Delphes, là où les Grecs trouvaient les réponses à des questions diverses et variées. Il demanda à la Pythonisse, prêtresse d'Apollon capable de prédire le futur, ce qu'il fallait qu'il fasse pour avoir un garçon. Comme à son habitude, la réponse de la Pythonisse fut particulièrement obscure et énigmatique. Le roi ne put déchiffrer la signification de ce que lui disait l'oracle. Le roi d'Athènes revint chez lui, déçu de ne pas trouver la réponse qu'il cherchait. Sur le chemin du retour, Égée séjourna au palais du roi Pitthée de Trézène, un vieil et sage ami du roi athénien. Égée lui raconta les révélations de la Pythonisse, et l'astucieux Pitthée comprit immédiatement la prophétie. Il se rendit compte qu'Égée aurait un enfant avec la première femme qu'il rencontrerait sur le chemin du retour. Armé de cette information, le roi de Trézène fit boire son invité et lui offrit sa fille pour la nuit. Abreuvé par la boisson et le désir face à une si belle jeune femme, l'Athénien ne put réprimer son désir et s'abandonna à ses passions. Cette nuit-là, la princesse Hétra fut visitée par le spectre de la déesse Athéna. La déesse dit qu'Hétra devait se rendre sur la plage et faire une offrande aux dieux. Ainsi, le fils qu'elle attendait serait béni. La princesse se baigna dans l'eau de mer et fit une offrande aux dieux. Poséidon, dieu de la mer, émergea des flots. La princesse, surprise, fut ébahie par la magnificence du dieu. Poséidon plaça sa main sur son ventre et lui dit que son enfant serait à l'origine d'exploits aussi grandioses que la descendance de Zeus. Le dieu s'unit à la princesse. L'enfant né des entrailles d'Hétra serait à la fois le fils d'Égée et Poséidon. Le jour qui suivit, Hétra raconta à Égée sa rencontre avec les dieux et elle lui dit que l'enfant né de cette union serait béni. Elle préféra bien évidemment oblitérer quelques détails de cette rencontre. Égée fut ravi par ces nouvelles, mais il craignait pour la sécurité de l'enfant. Le roi avait tant d'ennemis. Si l'enfant était de sexe masculin, elle ne devait pas dire à quiconque qui était le père. Égée souleva une grande pierre et plaça ses sandales et son épée en dessous. Lorsque son fils aurait la force de soulever la pierre, la reine l'enverra à Athènes pour être prince de l'Attique. Un beau garçon du nom de Thésée arriva. Il fut élevé dans la sagesse de son grand-père, qui le prépara à être un héros. Lorsque Thésée était encore un enfant, Hercule rendit visite au palais de son grand-père. Lorsqu'il entendit que le héros était arrivé, le petit Thésée et ses amis accoururent pour le rencontrer. Hercule avait laissé son manteau en peau de lion sur son fauteuil. Lorsqu'ils arrivèrent dans la pièce, les enfants furent terrifiés car ils pensaient avoir affaire à un véritable lion. Mais le jeune Thésée ne semblait avoir aucune crainte. Il prit une dague à l'un des gardes du palais et attaqua le lion. Hercule ria beaucoup en regardant le jeune garçon poignarder la crinière du lion. Il dit qu'avec un tel cœur, le petit-fils de Pitthée serait destiné à avoir son nom inscrit dans les étoiles. Hercule et Thésée deviendraient de grands amis par la suite, et ensemble, ils relèveraient les défis. Lorsqu'il eut 16 ans, Thésée décida d'essayer de soulever la pierre où Égée avait caché ses sandales et son épée. Grâce à son incroyable force, il souleva facilement la pierre, trouvant les objets laissés là par son père. Il revêtit les sandales du roi et dit à sa mère qu'il partait pour Athènes. Son grand-père lui donna l'un de ses bateaux pour aller jusqu'au port du Pirée, mais Thésée refusa, disant qu'il ne serait pas honoré s'il arrivait chez son père sans poussière sur ses sandales et sans trace de sang sur la lame de son épée. Il refusa donc l'offre de son grand-père et prit la route vers sa destination. Après avoir récupéré les sandales et l'épée de son père, Thésée partit à pied pour Athènes. La route fut longue et semée de dangers. Les bandits étaient partout et il y avait des bêtes sauvages dans les campagnes et les forêts. Mais Thésée n'avait pas peur. Il était déterminé à faire ce chemin seul pour rencontrer le père qu'il n'avait pas connu. Sur la route, le jeune homme fut confronté à plusieurs bandits.
Parmi eux, il y avait Péripétès, célèbre pour son gourdin en métal. Thésée fut attaqué par le brigand, mais réussit à éviter les coups. Grâce à une puissante contre-attaque, Thésée désarma et tua Péripétès à l'aide de son propre gourdin. Bientôt, il rencontra Cercyron, qui défiait tous les voyageurs qu'il croisait à l'affronter sans armes. Cercyron tuait tous ceux qu'il battait. Le jeune héros se mit face à son adversaire. Ils mesurèrent leurs forces respectives et Cercyron montra qu'il était particulièrement fort. Thésée utilisa des techniques de combat inédites pour battre Cercyron. Après avoir vaincu d'autres bandits, Thésée fut poursuivi par un gros sanglier. Mais même les créatures de mère nature ne purent arrêter le jeune homme têtu. Après avoir évincé l'animal, le héros rencontra Procruste, l'homme le plus craint de la région. Il offrit à notre héros un lit où se reposer. Procruste avait 2 fils, un plus grand et un plus petit. Lorsqu'un visiteur de grande taille arrivait, il lui proposait le petit lit. Comme l'homme dépassait du lit, il lui coupait les jambes pour qu'il puisse passer dans le lit. Si le visiteur était petit, alors il lui proposait le grand lit. Et pour que le visiteur remplisse son lit, il tirait les jambes et les bras de sa victime avec des cordes. Mais le bandit ne faisait pas le poids face à Thésée, qui le jeta dans le petit lit et lui fit subir le châtiment qu'il avait imposé à tant d'autres. Après un long voyage, Thésée arriva enfin à Athènes. Même s'il n'avait pas été prévenu de son arrivée, celle-ci ne surprit pas le vieux roi Égée, qui l'attendait déjà. Il avait été averti il y a plusieurs jours déjà par la sorcière Médée, qui avait prédit l'arrivée de l'héritier du roi. Mais il ne savait pas là toute la vérité. L'influence de la sorcière avait pris beaucoup d'ampleur à la cour d'Égée, et elle savait qu'elle le perdrait avec l'arrivée de Thésée. Elle avertit le roi que son arrivée serait à l'origine de la mort du monarque. Elle dit au roi d'accueillir son visiteur avec toutes les hospitalités de rigueur et lui proposer un verre de vin. C'est ainsi que ses problèmes seraient résolus. Le roi offrit un verre de vin empoisonné à son invité. Thésée leva son verre et bénit la santé du roi. Mais lorsqu'il leva son bras, le roi vit que Thésée portait son épée et il le reconnut immédiatement. Thésée était sur le point de boire son verre de vin lorsque le roi renversa le gobelet. Il embrassa son fils qui était enfin revenu aux côtés de son père. Égée expulsa la sorcière Médée de son royaume pour avoir conspiré contre la vie de son fils. Le roi présenta Thésée au peuple d'Athènes et le reconnut comme prince de l'Attique et héritier de la couronne d'Athènes. Après être revenu à Athènes et être devenu l'héritier du royaume de l'Attique, Thésée fut confronté à une situation révoltante. Les émissaires du roi Minos de Crète étaient arrivés à Athènes pour récolter les tribus dues au monarque. Athènes était soumise à la Crète depuis la guerre entre les 2 villes déclenchée par le meurtre du fils de Minos lors de sa visite au royaume d'Égée. Parmi les clauses du traité de paix, Athènes devait envoyer 14 jeunes gens en Crète tous les ans pour servir de tribu 7 hommes et 7 femmes. Lors de leur arrivée en Crète, ces jeunes gens étaient emmenés dans le fameux labyrinthe de Minos, où ils servaient de sacrifice au terrible Minotaure, une créature mi-homme, mi-taureau. Les Athéniens ne supportaient plus de voir leur enfant servir de sacrifice humain, mais il n'y avait rien qu'ils puissent faire. En apprenant la situation, Thésée décida d'y mettre un terme. Il se porta volontaire pour faire partie de ceux qui seraient amenés en Crète. Il allait leur dire que l'humiliation touchait à sa fin. Il partirait avec les autres jeunes gens et reviendrait en vie après avoir exterminé la bête qui faisait couler le sang des enfants athéniens. Le roi Égée essaya de le convaincre d'abandonner son idée, mais il ne réussit pas. Voyant partir son fils, il le bénit et lui dit que le bateau l'emmenant en Crète repartirait avec des voiles noirs, selon la tradition, par respect pour les vies sacrifiées. Mais si Thésée revenait sain et sauf, il devait mettre des voiles blanches.
De cette manière, en voyant le bateau à l'horizon, le cœur du roi serait immédiatement rassuré. Tendu, Égée regarda le navire transportant son fils disparaître à l'horizon. Il ne savait pas s'il allait revenir en vie. Lorsqu'ils atteignirent l'île de Crète, les 14 jeunes gens furent emmenés au palais de Minos afin d'être présentés au roi. Alors que le roi Minos examinait les jeunes gens livrés en tribu, la belle princesse Ariane se trouvait elle aussi dans la salle du trône. Lorsqu'elle vit le beau Thésée, elle en tomba immédiatement amoureuse. Pendant la nuit, Ariane se rendit secrètement dans la cellule où se trouvait l'objet de sa passion. Thésée attendait avec hâte le moment où on les emporterait dans le labyrinthe. Elle lui dit qu'Eros lui avait frappé le cœur au moment où elle avait fui Thésée. Elle ne permettrait pas qu'il soit tué par cette créature infâme. Elle donna à Thésée une épée ainsi qu'une boule de fil. Il se dit que l'épée lui permettrait de mettre un terme aux agissements de la sinistre créature qui prenait les vies de ses compagnons. Mais il ne comprit pas immédiatement l'objectif du fil qu'Ariane lui avait donné. Ariane lui dit que l'épée lui permettrait d'exterminer le monstre et que le fil lui montrerait le chemin pour sortir du labyrinthe. Le jour suivant, Ariane et Thésée partirent. Alors que le héros allait à la rencontre de sa destinée, elle maintint le bout du fil. Thésée entra dans le labyrinthe, accompagné des autres jeunes gens. Alors qu'il marchait, un chemin se forma derrière lui à l'aide du fil. Le labyrinthe était sombre et effrayant. La tension était palpable. Parfois, on entendait les bruits répugnants de la créature qui rôdait. Des taches de sang marquaient le sol et les parois du labyrinthe. Mais l'intrépide Thésée était convaincu que son sang ne viendrait pas s'ajouter à ces marques. Le Minotaure se montra enfin, et par surprise, il essaya de tuer le héros. Mais l'agile Thésée repoussa plusieurs coups assénés par la bête. Les contre-attaques lancées par le héros furent dévastatrices. D'un coup précis, Thésée débarrassa le monde de cette créature néfaste. Le jeune homme sauva la vie de ses compagnons d'infortune. Et suivant le fil d'Ariane, ils réussirent à quitter le labyrinthe. Ariane accueillit Thésée, les yeux pleins de larmes. Thésée et Ariane s'embrassèrent passionnément. Et c'est ainsi qu'ils quittèrent le port, dans le navire qui les attendait pour revenir de la Crète. Pendant le voyage, l'amour du couple l'un pour l'autre ne fit que grandir. Pendant la nuit, Thésée reçut la visite du roi Dionysos, qui lui demanda d'interrompre cette romance. Ariane était destinée au dieu du vin. Par respect pour les dieux, Thésée fit débarquer Ariane sur l'île de Naxos. Il abandonna là la jeune fille. La princesse, désespérée, regarda son amant s'éloigner. Mais elle était entre de bonnes mains, car elle était destinée au dieu de l'extase. Le jeune homme se dirigea vers Athènes, le cœur brisé. Avec la tristesse de cette séparation, Thésée oublia de mettre les voiles blanches, comme son père le lui avait demandé. Le roi Égée, attendant avec hâte le retour de son fils bien-aimé, sentit son cœur trembler à la vue du navire revenant avec des voiles noires. Égée sauta du haut des falaises dans les flots, et une grande tristesse envahit l'Attique. La mer qui avait emporté le roi fut renommée la mer d'Égée. Ce qui aurait dû être un retour triomphant se transforma en une affaire mélancolique. Mais l'Attique fit les louanges de Thésée. Le jeune homme avait tué le terrible Minotaure et était désormais le chef d'Athènes. Thésée devint l'un des héros les plus célèbres de la mythologie grecque. Son long règne fut plein d'aventures et d'infortunes en tout genre. Par la suite, ses exploits furent inscrits dans les étoiles. Après avoir vaincu le Minotaure et la mort tragique du roi Égée, Thésée, le prince héritier d'Athènes, devint le souverain de l'Attique. Après avoir consolidé son pouvoir, le nouveau roi d'Athènes fut vénéré pour ses exploits en tant que jeune homme. Thésée était un roi juste, sage et magnanime. Il n'était pas avide de pouvoir. Sous son règne, le pouvoir était remis au peuple et tous les citoyens étaient considérés comme égaux. Thésée ne conserva que sa position de chef suprême de l'armée athénienne. C'était une période prospère en Attique.
Athènes était considérée comme la ville la plus heureuse et la plus libre du monde. La démocratie s'épanouissait. Le roi avait un bon cœur. Lorsqu'il apprit que le grand héros Hercule était devenu fou et qu'il était plongé dans une terrible dépression, Thésée entreprit de l'aider. Thésée réussit à remonter le moral d'Hercule. Après leur rencontre, les deux héros établirent des liens d'amitié étroits. Lorsqu'Hercule partit au royaume des Amazones pour accomplir un autre de ses célèbres travaux, Thésée l'accompagna. Après avoir vaincu les Amazones, Thésée retourna en Attique, emmenant avec lui l'Amazone Antiope. Le héros était accompagné de son fils Hippolyte. Mais les Amazones n'avaient pas oublié l'enlèvement de leur princesse Antiope et préparaient une expédition pour envahir l'Attique. Les femmes guerrières terrorisèrent la région et envahirent même Athènes. Menée par Thésée, la population athénienne combattit la horde de femmes guerrières. Antiope combattit aux côtés de Thésée et fut tué sur le champ de bataille pour sa trahison. Les Athéniens repoussèrent courageusement les envahisseurs. Après la victoire héroïque des Athéniens, aucun ennemi ne se risqua à envahir Athènes tant que Thésée était au pouvoir. Thésée n'était peut-être pas un assoiffé de pouvoir, mais son amour de l'aventure le fit participer à la chasse aux sangliers de Calydon. Il rejoint également le héros Jason dans sa quête de la toison d'or. Thésée avait atteint le sommet de sa gloire. Son prestige était tel que certains le surnommaient l'Hercule athénien. Contrairement à de nombreux autres héros grecs, Thésée ne perdit pas la vie dans sa jeunesse. Aux côtés de son ami Pyrotos, le roi des Lapites, Thésée aura encore de nombreuses aventures à vivre. Thésée fit un voyage dans la région de Thessalie à l'invitation de son ami Pyritos. Il était sur le point d'épouser la belle princesse Hippodamie. Les parents du roi, connus sous le nom de Lapites, un peuple rude mais très courageux venu des montagnes, furent invités au mariage royal. Ils furent les premiers Grecs à apprivoiser et à monter à cheval. Les Lapites étaient les fils du célèbre roi Ixion, jeté dans le Tartare par les dieux pour affronter la souffrance éternelle. Les centaures, des êtres qui étaient un mélange d'homme et de cheval, furent également invités. Ces créatures étaient aussi les enfants d'Ixion. Il y avait donc une certaine rivalité entre eux et les Lapites. Le festin commença et Thésée fraternisa avec les Lapites et les centaures. Tout semblait aller pour le mieux dans cette fête exotique. Mais alors que les invités étaient enivrés par l'alcool, les instincts les plus primitifs des centaures commencèrent à faire surface. Eurytus, chef des centaures, ivre de vin, décida d'enlever la belle épouse de Pyritos. Le centaure attrapa Hippodamie et la mariée poussa un cri de panique. Les autres centaures suivirent l'exemple du chef et emportèrent les femmes des invités et les servantes du roi. Thésée ne pouvait pas supporter de voir une telle barbarie. Aux côtés de Pyritos, il mena les Lapites contre les centaures. Les Lapites jetèrent tout ce qu'ils avaient à portée de main sur les centaures. Des plats, des amphores et des cruches volèrent dans les airs. Thésée frappa le chef des centaures à la tête avec une cruche de bronze. La créature tomba sur le sol, la tête ouverte. Avec sa lance, Pyritos chargea les centaures. Le combat entre les Lapites et les centaures fut sanglant. Mais la présence de Thésée, armé d'une massue, fut décisive pour la victoire des Lapites. La reine fut sauvée et Pyritos eut une grande dette de gratitude envers Thésée. Cet événement renforça encore les liens d'amitié entre les héros qui devinrent des amis inséparables. Ils iront même à l'assaut du royaume des morts, ensemble. Thésée n'était plus tout jeune. Après la mort d'Antiope, l'Amazone et mère de son fils Hippolyte, le héros ne s'est pas remarié. Mais le héros finit par rencontrer Phaédra, sœur d'Ariane, le grand amour de jeunesse de Thésée. La jeune femme fit revivre à Thésée l'âge d'or de son enfance, lorsqu'il affronta seul le terrible Minotaure. Avec le consentement du roi de Crète, le héros épousa Phèdre et en fit sa reine, scellant ainsi une alliance entre les royaumes crétois et athéniens. La différence d'âge entre Thésée et sa nouvelle femme était énorme. Elle avait le même âge que son fils Hippolyte. Le jeune homme était pur et avait fait vœu de chasteté en l'honneur de la déesse Artémis. Le prince était extrêmement beau. Par conséquent, la reine commença à cultiver un amour secret pour son beau-fils. Seul son fidèle serviteur connaissait l'amour de la reine pour Hippolyte.
Thésée était parti en voyage, et Phèdre en profita pour donner libre cours à tout l'amour refoulé dans son cœur. La reine déclare son amour pour Hippolyte et proposa qu'ils s'unissent pour régner ensemble sur Athènes. Hippolyte, contrairement à Phèdre, plaça sa loyauté avant tout envers Thésée et répudia la proposition scandaleuse. Le jeune homme quitta Athènes, laissant derrière lui la reine désemparée. Désespéré, Phèdre décida de mettre fin à sa propre vie. Mais sous l'effet d'une folie passionnelle, elle écrivit une lettre à Thésée avant de passer à l'acte. De retour à Athènes, le vieux héros apprit la mort de sa femme. Le serviteur lui remit la lettre écrite par Phèdre. Le contenu de la lettre eut un effet dévastateur. La reine folle accusait Hippolyte d'avoir tenté de la violer. Et pour ne pas être infidèle à son mari, elle écrivit qu'elle n'avait d'autre choix que de se suicider. Thésée, furieux, affronta son fils et lui présenta la lettre comme preuve de sa trahison. Hippolyte nia avoir commis cet acte ignoble. Mais Thésée ne crut pas son fils sur parole. Le roi d'Athènes maudit Hippolyte et supplia Poséidon, son père divin, de mettre fin à la vie du prince perfide. Hippolyte partit dans son char, portant un grand chagrin dans son cœur. Dans l'après-midi de ce jour, Thésée reçut la nouvelle que son fils avait subi un terrible accident en conduisant le char et qu'il était sur le point de mourir. Thésée feint d'être indifférent à la nouvelle, mais la servante de Phèdre ne supporta pas de voir la souffrance causée par sa maîtresse et décida de révéler toute la vérité à Thésée. Le souverain athénien ressentit une immense douleur et courut vers son fils, qui haletait dans ses derniers souffles. Versant des larmes sur le corps du jeune homme, Thésée se reprochait de ne pas avoir fait confiance à son fils. Hippolyte, utilisant les forces qui lui restaient, prit la main de son père et le regarda dans les yeux. Il lui pardonna du fond de son cœur. Thésée, le grand héros athénien, n'est plus tout jeune. Bien qu'il ait encore de l'éclat physique, ses cheveux blancs annonçaient le début du déclin. Et désireux de revivre les aventures de sa jeunesse, il partit avec son ami Pirithous, le roi des Lapites, à la recherche de défis. Les chemins tortueux les conduisirent à Sparte, où régnait le roi Pindare. Dans le temple d'Artémis se déroulait une fête où des jeunes filles dansaient avec grâce. L'une d'entre elles se distinguait des autres. Elle s'appelait Hélène. On dit qu'elle était la fille de la reine et de Zeus et qu'elle était la plus belle femme du monde. Thésée, pris de désir, enleva la jeune fille avec l'aide de son ami. Hélène, malgré sa beauté voluptueuse, était encore sensiblement jeune et naïve. Thésée et Pirithous tirèrent au sort qui obtiendrait la jeune fille et le destin décida en faveur de Thésée. Le vieux héros promit d'aider son ami à trouver une femme aussi belle que lui et qui soit aussi la fille de Zeus. Mais avant cela, il laissa Hélène aux soins d'Hétra, sa mère. Il n'y avait aucune femme dont la beauté pouvait même ressembler à celle d'Hélène. Pirithous réalisa que seule la beauté d'une déesse pouvait égaler celle de la princesse spartiate. Il décida donc de garder une déesse pour lui et choisit Perséphone. Comme Hélène, Perséphone était aussi la fille de Zeus, mais elle était aussi l'épouse d'Hadès, le seigneur des enfers. Malgré cela, Thésée et Pirithous se lancèrent imprudemment dans le royaume d'Hadès à la recherche de leur proie. Les héros se frayèrent un chemin à travers les enfers jusqu'à atteindre le palais d'Hadès. Cependant, leur tentative d'enlèvement de Perséphone échoua. Et à cause d'une ruse d'Hadès, Thésée et Pirithous furent emprisonnés. Tous deux furent enchaînés pendant des années dans les enfers. Ils y seraient restés pour toujours si Hercule n'était pas allé aux enfers pour accomplir son 12e travail, capturer Cerbère. Hercule libéra Thésée. Mais alors qu'il tenta de libérer Pirithous, un tremblement de terre prouva que ce n'était pas la volonté des dieux. Thésée revint à la surface, mais pas Pirithous. On dit qu'en guise de punition, il resta emprisonné jusqu'à ce jour. D'autres prétendent que le roi des Lapites fut dévoré par Cerbère. Pendant que Thésée était emprisonné aux enfers, les frères d'Hélène, Castor et Pollux, sauvèrent la princesse spartiate et la rendirent à ses parents. Après être revenus dans le monde des vivants,
Thésée, sur le déclin, se prépara au crépuscule mélancolique de la vie. Un long moment s'écoula avant qu'Hercule ne libère enfin le héros de sa prison aux enfers. Lorsque le héros revit enfin la lumière du jour, il était déjà vieux et ses forces avaient été englouties par le temps. Mais il ne savait pas que le royaume d'Attique avait subi de grands changements en raison de sa longue absence. Les Spartiates Castor et Pollux, ainsi que leurs hommes, avaient vaincu le gouvernement populaire d'Athènes. Après tout, les Spartiates voulaient sauver leur sœur Hélène, qui avait été enlevée par Thésée. Profitant du chaos qui suivit, la noblesse athénienne reprit le pouvoir pour elle-même. Le monarque d'Athènes était Ménesthée, un descendant de la famille qui avait régné sur la ville avant même que le père de Thésée, Égée, n'accède au pouvoir. Thésée n'était plus que l'ombre de lui-même et savait qu'il n'avait pas la force de se battre pour Athènes. Il décida de retirer secrètement ses fils de la ville et de les envoyer en Crète où leur grand-père les accueillerait. En raison du mauvais temps, Thésée s'arrêta sur l'île du roi Lycomède où il possédait un grand domaine. Le roi Lycomède reçut le vieux héros cordialement et lui offrit ses terres. Mais Thésée ne savait pas que Lycomède était un ami proche de Ménesthée, le roi régnant de l'Attique, et qu'il souhaitait également annexer les terres de Thésée à son royaume. Le roi conduisit le vieux Thésée sur une route au bord d'une falaise. Et profitant de l'insouciance de Thésée, Lycomède le poussa du haut de la falaise. Thésée, le héros dont les aventures avaient été chantées dans toute la Grèce, mourut. Ces aventures téméraires dans sa vieillesse ternirent la réputation du héros pour des siècles. Mais selon la légende, lorsque le roi Darius de Perse décida d'envahir Athènes, l'esprit de Thésée refit surface et remplit de courage le cœur des soldats athéniens. Cela conduisit à leur victoire sur les Perses lors de la célèbre bataille de Marathon. En l'honneur de Thésée, les Athéniens firent une expédition pour sauver la dépouille du héros. Les ossements du héros furent enterrés à Athènes avec de grands honneurs. Après tout, il était le plus grand de tous les héros athéniens.